Petit disclaimer, le son pendant le podcast est très diffus et je n'ai pas réussi à régler ce problème. Merci de ne pas trop m'en tenir rigueur. En attendant, je vous souhaite malgré tout une bonne écoute. Si je vous dis époque, Léonard de Vinci, Chambord, François Ier, vous pensez possiblement à la Renaissance et vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est justement ce dont on va parler dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Histoire de papoter par Montre-moi l'histoire. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle d'une époque qui a façonné la France et qui a donné vie à de nombreux châteaux de la Loire notamment. Pour rappel, le podcast que vous êtes en train d'écouter est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Vodio, et la version vidéo est également disponible sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire des retours si vous en avez l'envie. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et enfin, si vous souhaitez faire comme à la Renaissance et devenir mécène du podcast ou de la chaîne Montre-moi l'histoire en général, n'hésitez pas à faire un tour sur le lien qu'il y a en description et à aller sur la cagnotte Tipeee. Je vous laisse avec la suite du podcast. Donc, quand on pense à la Renaissance, on imagine souvent des tableaux célèbres, des génies comme Léonard de Vinci ou encore des châteaux élégants au bord de la Loire. Mais derrière ces images, il y a surtout une révolution intellectuelle, artistique et culturelle majeure. Alors, qu'est-ce que la Renaissance exactement ? D'où vient-elle ? Pourquoi a-t-elle autant marqué l'histoire européenne et française en particulier ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Commençons par le début. La Renaissance naît en Italie, vers la fin du XIVe siècle. Le mot lui-même signifie renaissance, c'est-à-dire un retour à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'Antiquité. Pendant le Moyen Âge, une grande partie des savoirs antiques, grecs et romains avaient été oubliés ou mis de côté en Europe occidentale. À partir du XIVe siècle, des intellectuels italiens redécouvrent ces textes anciens. Philosophie, sciences, littérature, etc. Ils se remettent à lire Platon, Aristote, Cicéron, et ça change tout. Ce mouvement s'appelle l'humanisme. L'humanisme place l'être humain au centre des réflexions. On ne se contente plus de voir le monde uniquement à travers la religion. On s'intéresse aussi à l'homme, à ses capacités, à sa raison et à sa créativité. C'est une nouvelle façon de penser, plus curieuse, plus ouverte. On observe, on expérimente et on questionne. Et cette transformation ne reste pas cantonnée à l'Italie. Grâce aux échanges commerciaux, aux voyages, mais aussi à un événement majeur, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450, les idées circulent beaucoup plus vite. Les livres se diffusent, les savoirs aussi. La Renaissance gagne progressivement toute l'Europe. Mais alors concrètement, en quoi consiste la Renaissance ? Eh bien, c'est d'abord une nouvelle manière de représenter le monde. Dans l'art, cela se traduit par une recherche du réalisme. Les artistes cherchent notamment à représenter le corps humain avec précision, à comprendre l'anatomie, les proportions, et ils inventent aussi la perspective, qui donne de la profondeur aux images. Rappelons par exemple qu'à l'origine, les portraits avaient des fonds dorés. Ici, on voit les premiers paysages qui apparaissent. Un tableau n'est plus seulement symbolique. Il devient une fenêtre ouverte sur un espace crédible. La Renaissance, c'est aussi une période d'innovation scientifique. On remet en question les idées anciennes. Par exemple, Copernic propose un modèle où la Terre
tourne autour du soleil, ce qui bouleverse complètement la vision du monde de l'époque. Rappelons-le. À l'époque, vous auriez pu finir en prison ou être tué pour des idées comme celle-ci. Léonard de Vinci, lui qui est très connu, incarne parfaitement cet esprit de la Renaissance. Il est à la fois peintre, ingénieur, anatomiste, inventeur. Il illustre cette idée que l'homme peut explorer tous les domaines du savoir. La Renaissance, c'est aussi une transformation de la culture et de la société. Les élites, notamment les princes et les rois, deviennent des mécènes. Ils financent les artistes, les architectures, les savants, et l'art devient ici un moyen de montrer son pouvoir, son prestige, mais également son raffinement. Rappelons-le, à l'époque médiévale, généralement, l'art ne représente non pas toutes ces idées, mais est plutôt tourné vers la religion. Ce sont plutôt des scènes religieuses, des scènes bibliques qui sont peintes, qui sont représentées. Ici, on essaye de s'en écarter avec la Renaissance. Et c'est à ce moment-là que la France entre en scène. La Renaissance arrive en France principalement à la fin du XVe siècle, notamment grâce aux guerres d'Italie menées par les rois français, dont François Ier. En découvrant les richesses artistiques italiennes, ils veulent importer ce modèle en France. Donc, je vous l'ai dit, François Ier joue un rôle clé dans cette diffusion. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un roi profondément marqué par l'art et par la culture italienne. Il invite des artistes à sa cour, dont le plus célèbre est Léonard de Vinci, qui finit d'ailleurs sa vie en France, au Clos Lucé, qui est près du château d'Amboise, qui est ouvert aux visiteurs. Donc si vous voulez y aller découvrir un petit peu plus tout ce monde, n'hésitez pas. François Ier a aussi fait construire ou transformer de nombreux châteaux dans le style Renaissance. C'est vrai que quand on pense à la Renaissance française, on pense immédiatement aux châteaux de la Loire, dont Chambord, Chenonceau, Blois et encore plein d'autres. Ces châteaux marquent une évolution importante par rapport aux forteresses médiévales. On passe d'une architecture défensive à des résidences de plaisance ouvertes sur des jardins, décorées, pensées pour le confort et la représentation. Prenons l'exemple de Chambord. C'est un château spectaculaire, presque irréel, avec son escalier à double révolution, souvent attribué à Léonard de Vinci. Ses toits sont ornés de cheminées et de lucarnes, ce qui le rend impressionnant. Il symbolise parfaitement cette Renaissance française à la croisée entre tradition médiévale et influence italienne. Mais la Renaissance en France ne se limite pas à l'architecture. Elle touche aussi la littérature. Des auteurs comme François Rabelais ou Michel de Montaigne incarnent l'esprit humaniste. Rabelais, avec ses œuvres comme Gargantua, propose une vision joyeuse, critique et érudite du monde. Montaigne, lui, propose un nouveau genre, l'essai. Dans ce genre, il explore la condition humaine avec une grande liberté de pensée. Et puis, il y a aussi la langue. Au XVIe siècle, le français s'impose progressivement comme langue de culture et de pouvoir, notamment avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui impose le français dans les actes administratifs à la place du latin. C'est une étape essentielle dans la construction de l'identité culturelle française. Et enfin, impossible de parler de la Renaissance sans évoquer ces grandes figures. On a déjà mentionné Léonard de Vinci, symbole du génie universel. On peut aussi citer Michel-Ange, auteur de la fresque de la chapelle Sixtine, ou bien encore Raphaël, célèbre pour ses peintures harmonieuses et équilibrées. Du côté des penseurs, Érasme est une figure majeure de l'humanisme européen. Il prône une éducation fondée sur les textes anciens
et une réflexion critique sur la religion. En France, Montaigne reste incontournable comme Rabelais, et dans le domaine politique, François Ier incarne ce roi mécène, protecteur des arts et des lettres. Alors pourquoi la Renaissance est-elle si importante? Parce qu'elle marque une transition. Elle fait le lien entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Elle ouvre la voie à de nouvelles manières de penser, de créer, mais aussi d'explorer. Elle nous rappelle aussi que les grandes transformations naissent souvent de rencontres entre cultures, entre idées, entre individus. Et la Renaissance, ce n'est pas seulement un moment du passé. C'est une invitation à la curiosité, à l'ouverture, à l'envie de comprendre le monde autrement. J'ai beaucoup parlé de la Renaissance d'un point de vue français, mais évidemment le berceau de cette Renaissance reste l'Italie. On connaît de grands mécènes comme la famille de Médicis qui a activement participé à sa diffusion. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me faire des retours et à me dire si vous voulez une version un petit peu plus longue. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast ou la vidéo, ça m'aidera grandement dans mon travail. En attendant, je vous dis à très vite pour plus d'histoires et de patrimoine.